à l'inverse de ces choses, on a une possibilité ouverte que je vous propose de regarder, et je les mets côte à côte parce qu'elles se ressemblent. Ce sont les démarches de capacitation d'Amartya Sen, hein, l'idée encourager les potentialités des populations, des êtres humains, de saisir les émergences les possibles, beaucoup on en parlait ce matin. Et puis, une idée qui est venue dans le cadre du Festival Vivant que nous avons préparé l'année dernière et qui a lieu en septembre dernier, c'est cet article et cette vision promue par Jeanne Lecomte et François Sarrazin de non pas l'anthropocentrisme, non pas l'évocentrisme, non pas l'écocentrisme, non pas le biocentrisme, mais la possibilité de se dire que la posture juste serait l'évocentrisme, c'est-à-dire cette idée que l'évolution serait notre valeur commune, dans laquelle nous pouvons nous reconnaître comme participants à la vie, participants à la possibilité d'évoluer en permanence, d'être toujours différent, d'être jamais identique et d'être toujours en modification avec la mobilisation des possibles que, comme le disait Julie ce matin, la conscience qu'il y a des choses à aller chercher. J'ajoute que, c'est ce que j'ai discuté d'ailleurs avec elle, Peter Sloterdijk a publié quand même un livre qui s'appelle « Tu peux changer ta vie », c'est ça, sur les exercices. C'est quand même quelqu'un qui a publié le livre « Les règles pour un parc humain » en disant « Voilà, l'humanisme s'effondre, la transmission n'est plus possible, la lettre n'est plus entendue ». Il a appelé à travailler sur la responsabilité par rapport aux anthropotechniques. Et là-dessus, derrière, il nous encourage à travailler sur le travail sur soi, en fait. Hein. Donc, on revient quand même à quelque chose qui avait à voir avec l'humanisme. Alors, j'en termine. Avec des gros mots à nouveau, excusez-moi, mais parce que je crois qu'on en arrive à des choses un peu fortes qui ont été soulignées par Jean-Pierre Dupuy sur un mensonge. Et c'est pour ça que je parlais de contrat social tout à l'heure, c'est un mot qui m'est cher. On n'est pas clair, on n'est vraiment pas clair sur ce qui est la réalité de la mission des sciences, qu'elles soient sciences dures ou sciences sociales. Est-ce qu'on est encore dans l'exploration du monde et la compréhension, ou est-ce qu'on fait tourner la machine du technomarché? D'une part, ça c'est un premier point. Et donc, par rapport à ça, Jean-Pierre Dupuy, à la fois scientifique, polytechnicien et philosophe, considère qu'on est dans l'idée de références mécanistes et informationnelles qui sont efficaces mais illusoires. La science nous permet d'agir sur le réel sans savoir vraiment ce que nous faisons. Ah, ça a été dit tout à l'heure sur cette idée des technosciences. C'est comme si ça a été introduit par la cybernétique, et je disais tout à l'heure, la cybernétique elle est née en 1945 après la catastrophe de la Shoah et de Hiroshima, c'est-à-dire des humains qui ne pouvaient absolument plus faire confiance en eux-mêmes, tout simplement. Donc cette réconciliation, c'est de retrouver une confiance en nous. C'est quand même une chose énorme dans le contexte actuel. Vraiment dans l'effondrement des possibilités politiques. Voilà. Donc l'ingénieur devient apprenti sorcier non pas par négligence ou incompétence, mais par finalité. Donc là aussi difficile, mais c'est la réalité. Donc on raconte la maîtrise. On dit pas de problème, la biosynthèse, ça vous contrôle, CRISPR-Cas, on contrôle, il n'y a pas de side effects, tout ça. Mais si, voilà. Donc il y a vraiment beaucoup de mensonges. Et ce mensonge conduit à de la vulnérabilité parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que nous avons un très grand pouvoir, Anciona, ça en a beaucoup parlé, mais c'est que la perte des diversités, toutes les diversités, pas seulement, je crois que la biodiversité est une image extrêmement forte, mais la variété des choix techniques, elle est de plus en plus niée, on n'a plus de choix. L'invention des récits, plus de choix.
et donc on est dans une fragilisation des hommes à cause de tout cela. Et pourtant, et parce que ça a été dit par, ensemble on en a parlé sur l'écologie, enfin sur les gens, les chercheurs en écologie et toute la tradition du rapport à la nature, de l'agronomie, de l'art de cultiver. Cette longue tradition que je n'ai pas évoquée ici, qui pourrait faire aussi tout à fait en parallèle une autre entrée, nous arrive ici, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des émergences de visions et d'initiatives qui montrent qu'il y a quelque chose qui se régénère. Quelque chose qui se régénère dans une circularité. Hein, tous ces termes d'économie permacirculaire de Nietbourg, économie régénérative de Guy Bernal-Marmol, qui a un enseignement à Bruxelles, non, à Louvain sur ce sujet, d'Isabelle Delannoy sur économie symbiotique, et puis toutes les initiatives. Alors je ne sais pas comment ça se passe ici, sur ce continent véritablement, je ne saurais pas trop, et ça m'intéresserait d'en parler plus avant ce soir ou demain, mais il y a quantité de choses, ici, ville en transition, en Europe, avec des modalités, des modes de vie, des styles de vie qui sont radicalement différents. Et puis, dans des approches très industrielles, le site Paumac-Bazancourt, qui est près de Reims, qui pense vraiment l'écologie industrielle, c'est pas du tout une affaire d'alternative de gens qui ont c'est plutôt le résultat d'une approche coopérative du 19e siècle qui aboutit à ce processus-là où vous avez Air Liquide qui vient prendre le gaz qui est produit par les sucriers qui font les fermentations, et puis ce sont comme ça des implantations emboîtées. Alors, pour terminer, et il faudrait là aussi, on pourrait s'attarder énormément, je prends évidemment cette phrase de Rilke, est-ce possible que malgré les inventions et progrès, malgré la culture, la religion et la connaissance de l'univers, on soit resté à la surface de la vie. C'est extrêmement enthousiasmant de lire cette phrase de Rilke un siècle après ces messages magnifiques de ce grand homme, parce que c'est devant nous. Et nous avons Hélène Trocmé-Fabre, qui a plus de 80 ans aujourd'hui, qui est une linguiste, qui a produit ce petit livre dont je parlais là tout à l'heure, qui s'appelle le langage du vivant, qui nous montre que nos langues européennes, enfin en tout cas occidentales, sont très loin de la réalité du vivant. J'ai faim, j'ai un enfant. Tout ça se dit autrement dans quantité d'autres langues, qu'elles soient arabes, hébraïques, japonaises, russes, avec des rapports beaucoup plus proches de ce que nous vivons quand nous avons un enfant. En fait, on ne possède pas vraiment. Il y a plein de choses comme ça qui ne vont pas du tout dans notre langue. Et elle nous appelle dans ce livre, elle nous aide à nous détacher de ce que le langage peut nous effondrer sur un manque de possibles, justement. Il faut ouvrir des nouveaux possibles. Et peut-être qu'il faut inventer des manières de parler, de dire un peu différentes, revisiter nos expressions. Je ne m'attarde pas sur ça, mais là, il y a un chantier. Et puis, elle cite dans son livre, une femme que j'aime beaucoup, Barbara McClintock, « Prendre le temps de regarder, avoir la patience d'écouter ce que le matériau a à vous dire ». Ça, c'est vraiment des choses qui sont plus tellement à l'ordre du jour. Hein. On est dans la compréhension du monde. Sentir l'organisme, l'être vivant, savoir se mettre à sa place, comprendre comment il croît, s'articule, héberge un rythme. Alors donc, il s'agit de changer de repère. Je vais en terminer avec 2 slides encore, je crois. Là, une proposition très concrète sur ces éléments ici. Des nouveaux indicateurs. En France, nous avons une loi EVASAS qui propose d'évaluer les politiques publiques avec une attention justement à ce qui peut être analyse de cycle de vie des produits,
avec justement les empreintes sur le climat, les déchets, les économies d'énergie, et bien d'autres choses, la valeur des ressources humaines aussi, hein. Moi j'ai mis certains aspects qui sont plus en lien avec l'écologie. Forger une nouvelle comptabilité environnementale, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc intégrer les coûts d'usage des ressources dans les systèmes productifs, les coûts de destruction de la nature à considérer pour réfléchir les décisions économiques. C'est des choses très concrètes, des outils très précis qui sont pleins, qui nous donnent beaucoup d'espoir sur la remise d'aplomb de notre système. Et puis, il y a un énorme problème, c'est que vous voyez, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est toutes ces démarches vers le biosourcé, qui sont évidemment à prendre avec des pincettes. Il y a des choses très bonnes et puis des choses qui peuvent être moins bonnes, mais par exemple remplacer les plastiques par du biosourcé, c'est quand même mieux. Après, si le biosourcé est aussi compostable, parce que c'est d'autres dimensions chimiques qu'il faut considérer, c'est encore mieux. Mais tout ça est empêché par le fait que l'industrie pétrolière est subventionnée terriblement. Donc là aussi, il y a considérer les distorsions de concurrence. Et donc, il va falloir traiter les 3 défis de la bioéconomie dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis ces 3 disruptions de la biologie de synthèse que j'ai mises ici, hein, pour pas trop vous effrayer tout à l'heure. Je parle de disruption parce que là, vraiment, on est sur des niveaux assez... peut-être à dimension irréversible. C'est important ce mot de la réversibilité. On sait que c'est un indicateur très fort des ONG. Est-ce que votre technique est réversible ou pas? La géo-ingénierie est attaquée pour ça. Détournement de l'évolution. L'individu n'évolue plus pour lui-même, il est inféodé au marché. Ça me semble très important d'avoir peut-être un pilote pour guider les choix technologiques, savoir si on laisse vivre les organismes pour eux-mêmes. Alors ça rejoint la discussion tout à l'heure sur l'élevage. Parce que ça pose d'énormes questions. Mais le problème, c'est que vous voyez où on en est arrivé avec les poulets en batterie, etc. On peut imaginer que si on continue ce processus-là, les poulets, on les fera sans pattes et sans ailes, puisqu'on n'a pas besoin. Enfin, si peut-être les pattes, ça fait des bonnes cuisses, mais les ailes, on n'a pas besoin. Voilà. Enfin, ça devient absolument énorme. Et c'est avec les systèmes d'élevage qu'on est en train de développer à grande échelle, c'est quand même très très inquiétant. Deuxième point, la sortie des règles évolutives. Donc ça a été évoqué tout à l'heure par CRISPR. Je ne me suis pas attardée sur le système des moustiques, mais c'est ce système du forçage génétique, c'est-à-dire qu'on arrive à avoir une technique qui, au lieu de faire une héritabilité des gènes à 1 fois sur 2 pour la descendance, eh bien c'est 100%. Donc là, vous avez vraiment quelque chose qui est une héritabilité très très rapide, et donc c'est un outil qui est un petit peu inquiétant. Voilà. Et le dernier point, qui n'est pas du tout anodin, c'est que l'accès de tous aux biotechniques avec les biohackers pose d'énormes problèmes pour l'avenir. Comment on va pouvoir choisir ces choses-là? Est-ce qu'on ne va pas être dans la régression totale où les gens vont demander des recherches en filiation, c'est déjà le cas, c'est la première demande, où on va demander la morphine à domicile, pourquoi pas, j'ai rien contre, mais c'est-à-dire qu'on essaye quand même d'avoir une approche de civilisation où on essaye collectivement de se soutenir et d'être dans des solidarités. Et ça risque de casser les solidarités écosystémiques. Alors pour terminer, ça c'est vraiment, je reviens à mon action, simplement pour vous dire qu'on a des choses à faire ensemble. Donc ce dialogue des parties prenantes pour faire corps, c'est vraiment ce qui a guidé l'action de Vivagora depuis 2003. Vivagora en tant que structure n'existe plus, mais elle continue d'exister par les 2 plateformes NanoResp qui est née il y a 3 ans,
et la nouvelle plateforme Biorest qui sera lancée le 1er juin à Paris. Vous pouvez aller visiter le site biorest.eu. Tout ça est vraiment articulé et enchâssé dans des expériences que nous avons eues à l'époque de Vivagora, les Assises du vivant à l'UNESCO. D'ailleurs, c'est à l'UNESCO qu'a été posée cette question de l'industrialisation du vivant par John Crowley, donc, qui est spécialiste d'éthique à l'UNESCO. Le Festival Vivant qui a été précédé par Vita Nova en 2015, qui était un travail avec les artistes, le bio-art était très très présent. Et ce Festival Vivant qui sera reconduit en 2018, je l'espère, sur le plateau de Saclay, donc avec des partenariats, AgroParisTech, ADEME, enfin un certain nombre d'acteurs qui ont envie de penser ce projet de la bioéconomie de manière cohérente. Je pense que c'est un mot très important, la cohérence, et surtout dans une approche durable. Je vous remercie.